Merci de m'avoir invité. Donc, merci à Rémi. On est nouvellement membre depuis hier. Donc, effectivement, je suis très impliquée dans tous ces sujets, comme beaucoup d'entre vous. J'en connais quelques-uns. Ça me fait vraiment très plaisir. Je réalisais tout à l'heure, bon, ça fait toujours un effet sur les épaules, mais que ça fait 40 ans que je suis arrivée en France pour la première fois à Saint-Malo. Donc, la Bretagne, c'est pas rien. C'était la porte d'entrée qui m'a donné envie de rester après. C'est un petit peu après que je suis revenue. Et je suis restée assez longtemps en Bretagne et j'ai eu mon premier enfant à Saint-Brieuc. Après un hiver très pluvieux, je me suis dit que je redescendais dans le sud parce que j'habitais longtemps à Montpellier et puis finalement je me suis arrêtée à Nantes. Et donc après, on rentrera pas dans le débat si Nantes est breton ou pas, mais en tout cas, ça me fait vraiment très plaisir. Euh, Quand on prend le temps de s'arrêter sur sa pratique, c'est le cas de plusieurs d'entre vous qui sont probablement dans ces sujets depuis plus ou moins longtemps. Vous avez plusieurs d'entre vous fait probablement des pivots dans votre réflexion. Vous ne pensez pas la même chose qu'il y a 10, 15, 20, 30 ans sur ces sujets. Ce qui est intéressant, c'est qu'on contribue au changement du monde, en fait, en faisant ça. Et puis, je vais un peu vous amener avec moi dans ce voyage où je suis actuellement. C'est pas la vérité, c'est ce que je vis dans ma prise de recul actuelle. D'autant plus importante que j'ai ouvert un bureau à Montréal. Donc, je ne suis pas originaire de Montréal, je suis originaire du Québec. Bon, peut-être certains ne le savent pas. Je n'ai pas d'accent parce qu'après 30 ans, on le perd. Mais je suis originaire de la ville de Québec où j'ai fait mes études d'architecture. Et on a ouvert un bureau tout de suite après le Covid à Montréal, en sachant pas trop, en fait, si ça allait fonctionner. Mais avec une grande préoccupation que j'avais, une inquiétude, c'est que l'Amérique est très, très, très en retard sur les pratiques européennes. Le Québec est un morceau de l'Amérique. Malheureusement, j'aimerais vous dire que c'est le Danemark de l'Amérique, mais ce n'est absolument pas le cas. Et quand j'y allais pour voir la famille, mon fils qui habite à Québec, j'étais perturbée parce que je me disais, mais en fait, tout ce qu'on est en train de faire en France, bah, c'est 1%. Allez, on va prendre l'Europe. Mais en réalité, si ça ne suit pas à côté, bah, évidemment, ça ne va pas servir à grand-chose. Et je me suis demandé longtemps comment faire en me disant je ne veux pas passer mon temps à faire des allers-retours. Or, je me retrouve à le faire 3 fois par année, un mois, donc c'est 6 tonnes par année. Donc ça a été un grand questionnement dans l'équipe de se dire si on va là-bas, c'est pas juste pour faire, c'est pas, en fait, c'est surtout pas pour faire de la croissance. J'ai déjà ça à gérer ici, mais c'était se dire est-ce que je pourrais jouer un autre rôle que celui que j'ai joué depuis 20 ans et contribuer en fait à ce que l'endroit qui m'a vu naître, qui fait partie de ma culture, puisse, grâce à ce qu'on a fait ici, accélérer là-bas et permettre de rattraper le retard. Et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. En 3 ans, je suis quand même très fière. Je me dis, c'est possible, en fait, quand on est dans cette posture. C'est pas évident parce que arriver, notamment au Québec, qui est très sensible à plein de sujets, mais notamment avec la France, c'est pas le sujet aujourd'hui. Toujours la peur de dire, bon, bah, on va vous expliquer comment il faut faire. Et ça passe pas. Donc, c'est de trouver le chemin pour aller toucher les bonnes personnes. Et aujourd'hui, on travaille avec le ministère de l'Environnement. On travaille avec des institutions sur la forêt. Et je me dis, on a réussi à toucher des personnes, c'est pas fini, mais pour que ça puisse changer d'échelle. Et c'est un peu de ça dont je vais vous parler. À travers cette conférence, c'est aussi que chacun se questionne sur le rôle qu'il a envie de jouer, au-delà de maîtriser des aspects techniques. Et je suis ravie de découvrir toutes les activités que vous faites, Batsilab. Je devrais pas dire ça, mais j'ai dit que l'adhésion était vraiment pas assez chère pour la qualité de ce que vous faites. Donc maintenant, ce sera la qualité de ce que l'on fait. Voilà, donc juste pour vous dire, la réflexion que je vous partage s'inscrit dans une approche systémique. Et l'approche systémique, vous voyez à peu près ce que c'est. Hein, c'est des éléments qui sont interconnectés avec la même raison d'être. Un corps humain est un système. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les systèmes, dans les théories des systèmes, les systèmes sont imbriqués. Ils sont cohérents, mais il y en a toujours un au-dessus et un en dessous. Le système sanguin est un système qui fait partie du corps humain, qu'on fait partie de la famille. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un système est cohérent. C'est pas si simple d'aller chercher le système au-dessus, parce qu'il y a une cohérence qui fait qu'il fonctionne presque en autonomie. Et vous allez voir que dans le bâtiment, on a souvent ces effets en fait de seuil au niveau du système qui fait que c'est pas toujours facile de remonter le cran au-dessus. Mais quand on arrive à remonter ou qu'on arrive à mettre le système au-dessus dans notre système, c'est extrêmement puissant. Donc c'est de ça dont je vais vous parler.
Eh bien oui, ça fait 10 ans qu'on se congratulait de la COP 21, donc l'accord de Paris. Et c'est drôle parce que je parle souvent de ce que l'on fait en France quand je suis là-bas. Ils sont assez surpris d'ailleurs. Ils ne savaient pas en fait qu'on faisait autant de choses. Et ce qui est toujours surprenant, c'est de dire à partir des accords de Paris, il y a plein de choses qui changent en France, plein. Moi qui est là-dedans depuis longtemps. Et si vous regardez la stratégie nationale bas carbone, il y a plein de choses qui démarrent en 2016. Alors je me suis toujours dit qu'il y a un petit effet orgueil, que quand tu as invité tout le monde, puis tu as dit on va le faire, le lendemain tu te dis mais il faudra peut-être le faire. C'est pas mal en fait comme moteur du changement, je pense que c'est pas mal l'orgueil. Bon, donc évidemment en 2015, tout le monde est motivé, tout le monde se dit on y va, on tient le bon bout. Bon, on sait qu'il s'est passé plein de choses depuis. La plus grande chose qui s'est passée, c'est que pour l'instant, on ne suit pas le rythme qu'on s'est dit qu'il faudrait suivre pour que ça marche, entre guillemets. Donc, vous les avez vus de plein. Ça, c'est les derniers schémas qui viennent des derniers rapports. Donc, c'est évidemment préoccupant, on s'en doute. On est là, et puis on est en train de s'en aller vers là dans les scénarios aujourd'hui. Donc, c'est évidemment qu'il y a encore du chemin, il ne faut rien lâcher. Et pourtant, en ce moment, c'est en train de lâcher de partout. Ceci dit, à la COP 29, ils ont fait une analyse, donc un cabinet indépendant qui a fait une analyse pour savoir où en étaient les pays par rapport aux accords de Paris. Et où est-ce que chaque pays en était par rapport aux engagements qui s'étaient dit qu'ils feraient. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est loin d'être les plus mauvais. Sur les 23 pays les plus riches, donc clairement les plus émetteurs, on est classé en fait 9e. Au niveau de nos engagements par rapport à ce qu'on avait dit. Après, quand on regarde le pourcentage, là, on a un peu plus mal, parce que ça dit en gros qu'on a tenu nos engagements. Ce qu'on pensait faire là, on les a tenus à 35%. Et on sait que c'est difficile. Les meilleurs pays, aujourd'hui, c'est l'Autriche, à 46%, ce n'est que grosso modo la moitié. Mais quand même, ce qui est important, c'est de se dire, on a fait beaucoup, beaucoup de choses en 10 ans. Et c'est important de se le rappeler parce que ça dit notre capacité d'en faire autant pour les 10 prochaines années. Donc c'est important de se le rappeler parce qu'au quotidien, on peut être découragé en ce moment sur les lois qui sont détricotées. Il y a plein de choses qui questionnent évidemment, mais je pense que ça dit quand même la capacité humaine à se mettre en mouvement. Il y a 10 ans, on était loin d'être exemplaire, hein, on est d'accord en Europe, et il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé. Alors une des choses que je présente à l'étranger, je les ai appelés les 4 fantastiques. Parce que je cherchais une manière d'expliquer comment on avait fait en fait pour aller aussi loin. Et quand même, un des moteurs, ça a été les réglementations. On râle souvent contre les réglementations, mais à la fin, on a eu des dispositifs législatifs très puissants, très exigeants, contre lesquels parfois on s'est battu en disant ça va trop loin, ça va trop vite. Sauf qu'on s'est rendu compte que quand on va dans les autres pays, ce qui fait qu'ils ne vont pas aussi vite, c'est qu'ils n'ont pas les lois en fait obligatoires. Ils n'ont pas ces contraintes-là. Et donc au mois de février, j'ai fait venir 2 députés de l'Assemblée pour qu'ils nous parlent de la notion de courage politique. Donc Marjolaine, qui n'est plus députée depuis 6 mois, qui est présidente de l'Alliance HQE, qui est super. Et puis j'ai oublié le nom de l'autre député, je ne suis pas très fière. Donc, bref, lui, il est député à l'Assemblée. Et c'était intéressant parce que hors du pays, il racontait un petit peu l'arrière-scène, quoi. Vous imaginez bien que les débats à l'Assemblée, c'est pas, c'est gratiné, quoi, autour des sujets, surtout environnementaux en ce moment. Mais c'était intéressant de les entendre témoigner sur 2 députés engagés. Bah, qu'est-ce que ça dit d'avoir porté ces lois à travers ces 10 années qui changent complètement, en fait, notre pratique grâce à ces lois. Donc souvent, je montre que la première chose, c'est qu'on s'est donné une feuille de route par secteur. Et la feuille de route, ce n'est pas des intentions. Elle a quantifié ce qu'il fallait faire. Et ça ne s'est pas fait ailleurs. En fait, ailleurs, ils sont restés souvent à des objectifs génériques. Et puis ensuite de ça, à chaque secteur, de voir qu'est-ce qu'il veut faire pour le pays. Et donc, c'est là où, en fait, ça perd énormément de pertinence. Donc ça, c'était la loi, si vous vous souvenez, à l'époque, on parlait de loi pour la transition énergétique, pour la croissance verte. C'est intéressant au niveau sémantique. On avait encore le syndrome développement durable. Et donc, on espérait, en fait, que tout ça, avec un peu de vert, ça marche. Mais c'est intéressant, en fait, ça. Ça a été réajusté depuis. Parce que finalement, comme on ne suit pas la cadence, il faut accélérer. Donc, on est à la 3e version aujourd'hui. Cette stratégie nationale bas carbone qui parlait beaucoup du neuf au départ, au fur et à mesure, on a évidemment mis en avant que c'était le bâtiment existant qui était le sujet.
Eh ben ailleurs, ils l'ont pas encore fait dans beaucoup d'endroits. En fait, ils sont encore bloqués sur faire du bâtiment neuf mieux, bah, parce qu'on le sait tous, hein, le bâtiment existant, c'est souvent beaucoup plus compliqué. Euh, Autre fantastique loi, c'est la déclinaison dans la loi Elan, donc le décret tertiaire est venu plus tard, mais le décret tertiaire euh, a mis en place justement sur la question des bureaux. Les pénalités sont pas très élevées, on est d'accord, mais le fait que des établissements tertiaires soient obligés de déclarer leur consommation dans une base de données et qu'ils doivent le faire, eh ben ça s'est pas fait ailleurs. Et donc ça a amené certains à changer, pas tout le monde, mais ça a amené certains à changer. La loi AGEC, donc évidemment dans le sujet de l'économie circulaire, elle est fondamentale. Et elle est fondamentale pas juste parce qu'elle entraîne des outils nouveaux comme le diagnostic, mais parce qu'elle a amené des financements sur les friches. La REP, la responsabilité élargie du producteur dans le secteur du bâtiment, c'est complètement nouveau. Donc quand vous n'avez pas de REP, qu'est-ce qui se passe? On enfouit les déchets aujourd'hui en Amérique. Il y a de la place, on fait des trous et on continue à mettre dedans. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça coûterait très cher les faire trier. Personne n'a envie de payer. Et donc, la REP, bah, ça vient chercher l'argent et puis ça permet de finalement permettre un tri des déchets sans que ça coûte rien progressivement. Donc, l'idée, en fait, c'est de se dire le modèle économique de la REP a obligé légalement à aller chercher l'argent sur le pollueur pour après mettre en place des systèmes qui soient dignes de ce nom. Donc, ils sont embêtés, en fait. Aujourd'hui, ils ne savent pas où sont les déchets. Ils sont enfouis. C'est terrible, hein. Donc, toute cette manne, ils savent que c'est important, mais en fait, il y a même un film qui a été fait à Québec par l'Ordre des architectes ou architectes de l'urgence sur une projection en 2050 où on aurait des matériaux circularisés, etc. Et je suis allée les voir en disant que j'avais été très, très mal à l'aise en voyant le film, parce que je leur dis ce que vous montrez là, c'est le cas aujourd'hui en France. C'est parti avec des plateformes, d'échanges, etc. Donc, vous voyez, finalement, en 3 ans, ça a été très, très rapide. Les fonds friches. Alors évidemment, le décret ZAN, en ce moment, il est un peu secoué. Alors Studio Carbone, c'est le nom de notre activité au Canada, parce qu'on n'a pas le droit d'appeler ça Wigwam, qui est un nom amérindien, donc, que j'avais donné en hommage à la culture autochtone, mais on n'a pas le droit de l'appeler comme ça. J'ai fait un test d'ADN pour savoir si j'avais pas par hasard un petit peu de sang amérindien, mais pas du tout. Donc, la loi climat et résilience nous a donné le décret ZAN. Effectivement, en ce moment, il est remis en question. Mais il a fait quand même bouger parce que je travaille beaucoup avec des élus et j'ai des élus qui, devant leurs citoyens, ont dit c'est fini, on ne s'étend plus. J'ai du mal à croire que dans 6 mois, ils disent finalement on a changé d'avis, on va s'étendre. Donc oui, il y aura effectivement des... Mais je pense que ça a lancé chez certains élus un mouvement. Ok, donc en gros, il y a déjà quelque chose de très positif. Une association comme Batilab, pour la population qui existe, ça n'existe pas ailleurs de ce niveau-là. Il y a des associations qui prônent des labels que vous connaissez à l'international, type LEED, mais il n'y a pas de permanent en général. Donc l'association à Montréal, c'est 3 bénévoles qui sont au conseil d'administration. De temps en temps, ils font des visites de chantier. Donc on a l'idée avec Rémi, on aimerait bien faire une espèce de partenariat déjà en visio pour voir comment on pourrait se faire des liens avec la francophonie. Et Marjolaine aimerait en fait que la francophonie aussi, elle parle au niveau des professionnels suisses, Maroc, etc., qu'on puisse interconnecter tout ça. Donc justement, est-ce que c'est nouveau l'économie circulaire? Bon, je pense que j'ai pas besoin de dire que non, c'est pas nouveau. C'est nouveau qu'on donne un nom à ce qu'on faisait pendant longtemps en fait et qu'on fait encore dans évidemment beaucoup de pays, c'est-à-dire juste réutiliser ce que l'on a parce qu'on n'a pas l'argent soit pour le refaire, soit la ressource n'existe pas localement. Donc ça a évidemment existé. Ce qui est nouveau, c'est de mettre un nom dessus. Et je montre cette image parce qu'au Québec, les gens étaient très pauvres quand ils arrivaient au Québec au 15e, 16e siècle. Et il y a une expression que mon grand-père, mais il n'était pas tout seul, qui disait l'esprit broche à foin. Une broche à foin, c'est le fil de fer qui entoure les balles de foin, en fait. Et mon grand-père disait toujours, avec de la broche à foin, on peut tout réparer, on peut tout faire, et comme ça, on jette rien. Donc c'est cet esprit-là, en fait, qui est aussi resté un peu, qui reste encore, malgré le consumérisme nord-américain. Il y a de l'autre côté, les gens se sont habitués, en fait, à faire avec ce qu'ils avaient là. Que ce soit en Afrique, en Inde, dans beaucoup de pays, évidemment, donc, où le niveau de vie est très faible, ben, on voit des scènes comme ça, en fait, hein, où les déchets ben, sont des ressources pour survivre. C'est même pas pour vivre mieux, c'est pour survivre. Et on voit, en fait, aujourd'hui, donc l'UNESCO a un programme qui suit ça, on voit, en fait, plein d'initiatives qui sont en train de naître.
Et évidemment, les gens ne disent pas qu'ils ont des startups en économie circulaire, en fait. C'est juste qu'ils sont en train d'innover par rapport à ces déchets pour les recirculariser. Avant, ils vendaient le déchet qui avait de la valeur. Aujourd'hui, c'est de fabriquer quelque chose qui a de la valeur plus. Donc, on a des spécialistes dans le monde entier de l'économie circulaire. Il faut juste aller les chercher. Je pense que dans la francophonie, ce serait déjà une belle chose, une belle main tendue. D'autres, évidemment, plus tristes sources d'économie circulaire sont les guerres. On y est encore, malheureusement, 80 ans après. Ça, c'est à Rennes. Donc, la guerre détruit sur son passage, va finalement exposer et exploser une quantité de matériaux qui, dans les guerres, après, sont réutilisés. Donc, évidemment, c'est des stigmates. C'est évidemment pas une apologie de la guerre, mais c'est quelque chose qui a toujours existé, en fait, dans la destruction. Et puis, je terminerai là-dessus. Ce qui est étonnant dans finalement ces épisodes très malheureux sociétaux, c'est qu'on puisse arriver avec cette économie circulaire qui part à la base d'un berceau qui est plutôt sombre. Et donc ça, c'est à Saint-Nazaire, si vous êtes allé voir. Donc là où il y avait comment ça s'appelle, les sous-marins allemands, en fait. Et c'est un lieu artistique qui est très sensible, qui est très intéressant. Donc je trouve ça toujours, ça me touche en fait, de me dire que cette guerre, elle a pu amener ça alors qu'on est encore en plein dedans sur plusieurs pays. Alors c'est quoi les enjeux en fait qui apparaissent avec cette période dans laquelle on vit, que je constate? Alors ça c'est une photo prise, merci Amélie, je te vois plus, t'es où? Là, t'es là, ok. Merci Amélie. Elle a pris des très belles photos. Il y avait la visite du lycée Couette-Longon, où nous, on était à Emo et moi, je ne pouvais pas être là. Je lui ai dit, prends des photos des personnes en train de faire les gestes. Parce que finalement, souvent, ils ne sont pas là au moment où on passe. Elle a pris quantité de photos. Il faut vraiment que tu les partages, parce que ça, c'est un nouvel enjeu. Le savoir-faire de la déconstruction. Le savoir-faire de la rénovation, on le sait, mais la déconstruction, c'est un enjeu très particulier parce que c'est plus les mêmes métiers qu'on voit apparaître, c'est pas les mêmes entreprises. Ça peut être les mêmes entreprises, mais qu'on accompagne nous, qui nous disent bah, c'est des nouveaux savoir-faire qu'on n'avait pas manuels. Et il y a beaucoup de fierté en général chez les personnes qui travaillent là-dessus parce que très souvent elles-mêmes elles voient bien ce gaspillage, elles comprennent pas toujours en fait qu'on jette tout ça. Pour les architectes, les concepteurs, mais aussi les ingénieurs, des sujets au niveau de nouveaux matériaux qui apparaissent, voilà, des nouveaux matériaux avec des avis techniques, pas d'avis techniques, les sujets d'assurabilité. Le réemploi pose évidemment plein de questions au niveau assurabilité, donc c'est en train de bouger. Mais ça aussi oblige à réfléchir, est-ce que ce que éventuellement je construis ou je rénove va être facile à déconstruire et à circulariser au cours de sa vie? Ben là non plus, c'est pas gagné. Sur le projet que je montrerai tout à l'heure, on a demandé aux architectes de réfléchir à un détail déconstructible facilement, en disant faites-le pour l'exercice, même si techniquement vous n'y arrivez pas jusqu'au bout, juste se préparer mentalement à se dire qu'on ne va pas repousser indéfiniment le problème de la déconstruction qui est difficile aujourd'hui sur beaucoup de bâtiments en fait. Donc c'est des enjeux nouveaux. Des sujets aussi par le décret ZAN et la densification de surélévation, c'est pas simple. Surélever, ça c'est Nantes Métropole sur la gauche, Nantes Métropole Habitat qui a fait une expérimentation en fait avec une serre. Mais on va voir comment ça apparaît. Alors aujourd'hui, on en voit beaucoup sur Paris. On travaille sur un des projets où finalement on se rend compte que le coût du mètre carré étant très élevé, bah, le surcoût de la surélévation passe mieux en région parisienne qu'ailleurs. Donc, ils ont plusieurs opérations aujourd'hui. Et sur la région nantaise, on est en train de faire une étude sur la surélévation. Ça, c'est juste une image, là, c'est pas encore fait. Sur en quoi ces surélévations ont réellement un impact moins important que le fait de construire un peu en dehors des villes. Et on est en train c'est avec le CEREMA qu'on fait ça et Nantes Métropole, on est en train de regarder les vrais impacts élargis, donc au-delà du bâtiment, sur des nuisances qui peuvent apparaître quand on densifie comme ça. Ne pensez simplement au fait que c'est des sites occupés. Et donc les gens qui habitent en dessous, c'est pas très rassurant. Donc c'est des nouveaux sujets, en fait, pour les architectes, pour les ingénieurs. Et des postures aussi politiques dans les enjeux, ça veut dire pour moi encore plus qu'avant de l'audace, mais surtout du courage. C'est quoi la différence entre les deux? L'audace, c'est d'avoir le peps pour faire quelque chose et avec un petit peu de panache. Le courage, c'est que ça tienne dans le temps.
Et c'est ça qui est difficile, en fait, pour les élus, évidemment, surtout des petites collectivités, ça vous reconnaissez sûrement Pont-l'Abbé, sur lequel on a travaillé sur une parcelle qui restait. Et moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, on a travaillé avec les élus, donc c'était un quartier qui allait se densifier, mais qui était en légère extension. C'est une dent creuse, donc je dirais qu'au niveau agricole, pour moi, c'était pas peut-être une valeur énorme. Mais plusieurs fois, les élus ont porté le message, c'est notre dernière opération d'extension, on ne peut pas se tromper. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très puissant, parce que je me dis, waouh, ça, pareil, il y a 5 ans, ça n'existait pas. On faisait des ZAC sur des terres agricoles, on faisait des éco-quartiers certifiés sur des terres agricoles en extension. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ça, dans le langage, personne n'est très fier de dire, tiens, je fais une ZAC sur une terre agricole et il n'y a pas de bus pour s'y rendre. Enfin, ça y est, c'est passé. Et ce que je vois apparaître, c'est une espèce d'évolution, je dirais, additive. Le neuf durable, quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était ça, en fait, le sujet. Donc, on fait des bâtiments durables neufs, euh, certifiés ou pas. Et puis, petit à petit, avec les années, on a continué à faire ça, mais on a commencé à introduire beaucoup plus de bois et de biosourcés par la suite. Donc là, on est passé à des bâtiments neufs, mais majoritairement biosourcés bois. Et puis après, on a commencé à avoir les sujets de rénovation, et notamment de rénovation bas carbone. Donc, c'est arrivé un peu après, hein, c'est plus récent. Et puis maintenant, on parle beaucoup de déconstruction sélective, avec un enjeu important, c'est que parfois on est content qu'il y ait une déconstruction, je l'avoue complètement, quand on a un diagnostic dans l'équipe à faire poussé de réemploi, il y a une vraie stimulation à se dire, ouais, on va pouvoir réutiliser, réemployer, mais à la base, pourquoi on est obligé de le déconstruire en fait? Et donc, ça pose des sujets, mais on est là. On est aujourd'hui en train de parler de la déconstruction sélective, alors même qu'on pourrait se dire, mais est-ce qu'il y a vraiment tant de bâtiments ça à déconstruire qu'on ne peut pas rénover? Donc, c'est un vrai sujet. Et je dirais que pardon, dans l'évolution, attends, je vais chercher ma bouteille d'eau, dans l'évolution que l'on voit aussi, moi j'appelle ça de l'hybridation relocalisée. Je pense que les termes existants et neufs vont disparaître, en fait, hein. Ce sera la manière de faire, et c'est déjà le cas. On aura des bâtiments dits neufs, neufs en pourcentage, avec beaucoup de choses de réemploi, de réutilisation, de matériaux recyclés. Puis on aura des bâtiments existants sur lesquels on aura rajouté des composants neufs. Mais finalement, je pense qu'on est rentré dans une ère où on ne sera plus dans le 100% neuf, ou de l'existant qu'on ne touche pas, puis qu'on laisse pourrir, quoi. Donc je pense que c'est intéressant. Et pourquoi relocaliser ? Parce que dès qu'on va travailler sur la question de l'économie circulaire, ça ne fera plus sens d'aller chercher des matériaux fabriqués à l'autre bout de la Terre, dans des usines où potentiellement on ne sait pas comment c'est fait. Et on voit bien que ce qui est intéressant, c'est que ça relocalise en fait la dimension, cette économie circulaire, elle est d'abord territoriale. Dans l'idée de... Attends, je vais poser ça 2 minutes, je vous laisse digérer. Si maintenant on prend du recul, à nouveau, donc on a vu au début que il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, mais je vous ai présenté qu'il y avait un verre à moitié plein qui était une association comme ici la représente. Maintenant, si on prend du recul pour changer d'échelle, et c'est là qu'on va passer dans une réflexion un peu plus régénérative. Quand on était, on l'utilise encore l'expression, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est OK. Quand on utilise l'expression bâtiment durable, je dirais que c'est de moins en moins qu'elle est utilisée. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a une espèce de sémantique créative qui s'est développée presque par gêne d'utiliser quelque chose de l'ordre du développement durable, où on sent bien qu'il y a un petit côté anachronique quand même dans l'histoire, parce que ça n'a pas marché. Et donc, vous avez vu ce foisonnement d'expressions qui est apparu, et je m'en suis à nouveau rendu compte, parce que quand je suis en Amérique, on parle que de sustainable buildings ou bâtiments durables. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant en fait, ça veut dire qu'on a eu besoin de ça, hein, la frugalité heureuse, créative, le biomimétisme, le métabolisme urbain, le low-tech, tout ça, en fait, c'est un foisonnement qui dit quelque chose, en fait, au niveau sociologique, en tout cas des professionnels. Et puis, le petit dernier, probablement né, mais il y en aura d'autres, qui est, vous avez peut-être vu, régénératif. Alors, je suis curieuse de voir qui a vu passer ce mot sans nécessairement creuser. Ok, une grosse moitié, probablement, moitié, 60%.
Donc oui, c'est un mot qui arrive à point nommé, puisque dans cette série, on est content d'en avoir un nouveau à se mettre sous la main. Et donc, je vais essayer de vous illustrer un peu plus ce que ça peut vouloir dire. Dans le paradigme du développement durable, ce qu'on essaie de faire d'abord avant tout, c'est d'atténuer, de décarboner. Donc c'est ça en fait l'objectif, c'est pour ça qu'on est des seuils carbone. Et donc on essaie de diminuer notre impact. Comme ça ne marche pas complètement, on commence à parler d'adaptation et de résilience, parce qu'on dit, ouais, bon, l'histoire, là, ça va pas trop marcher quand même, globalement, ça va quand même continuer à se dérégler. Donc, mettons en place des plans d'adaptation. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment un peu partout. On fait des plans d'adaptation, les îlots de chaleur, etc., etc. Et puis, c'est pas trop le cas ici. On ne parle pas trop de compensation, mais sachez que dans tous les pays anglo-saxons, on compense. C'est pas du tout nécessairement intéressant. C'est qu'on s'autorise, quand vous voyez carbone zéro à l'étranger, c'est qu'on descend comme on peut et le reste, on compense avec des achats de crédits carbone pour des forêts hypothétiques qui ne pousseront probablement pas, parce que c'est un peu le sujet actuellement. C'est que ces fonds carbone, il y en a très peu qui sont bien utilisés. Donc c'est un peu ça la stratégie du développement durable telle qu'elle est actuellement. Ce qui manque là-dedans, c'est que ça veut dire que ça ne reste à l'échelle que du projet dont on parle. Parce qu'on va parler d'un projet où on atténue, on va parler d'adaptation locale, de compensation, mais derrière tout ça, en fait, on voit assez peu la question des écosystèmes, de quel rôle on joue, nous, là-dedans. L'approche régénérative, elle était réfléchie il y a déjà une trentaine d'années par des personnes comme nous, des professionnels, qui, parce qu'ils étaient très engagés, se sont dit je pense qu'il y a un problème, en fait. Je pense que le développement durable, ce n'est pas l'optimum de ce qu'on peut faire. Ils se sont dit, quelque part, le conventionnel qui était dégénératif, on a fait un petit peu mieux, on a mis un petit peu de green, mais à un moment donné, finalement, le développement durable, évidemment, c'est marqué comme un point, ça dépend de l'opération. Il est un point de bascule, mais il lui manque des choses derrière. Et c'est là où ils ont commencé à réfléchir à qu'est-ce que ce serait déjà de réparer. Restorative, c'est dans le sens de réparer, c'est-à-dire je fais moins, mais en même temps je répare. Donc on a vu des opérations, des renaturations, des restaurations où on va réparer les choses, on va les rénover. Déjà, c'est le bâtiment existant, on fait partie de cette catégorie. Mais là, on parle d'aller encore un petit peu plus loin. Donc, une des organisations qui porte ce sujet, il y en a plusieurs actuellement, donc c'est pour ça que vous allez voir le terme apparaître un peu partout, mais je dirais, alors Christiane qui est ici dans la salle, on se connaît via ce réseau, je ne sais pas si c'est la plus ancienne organisation sur cette approche générative, je ne saurais pas dire, mais ça fait déjà un moment qu'ils existent. Donc c'est en gros les professionnels qui ont créé ça, maintenant ils commencent à être bien âgés, parce que ça fait une trentaine d'années qu'ils sont là-dedans. Vous avez Bill Reed, par exemple, qui est architecte urbaniste, qui a été à l'origine du label LEED, qu'il a quitté à un moment donné en disant que ça ne marche pas. Vous avez Ben Haggard, qui était architecte paysagiste et qui a commencé à s'intéresser à la permaculture et à comprendre un peu mieux que c'était là-dedans qu'on s'inscrivait, dans les écosystèmes vivants, et qu'on n'était pas en train de faire de l'architecture de paysage. Vous avez des femmes comme Pamela ou d'autres, Carol Sanford, qui ont travaillé sur les organisations humaines, peu importe, privées, publiques, comment ces organisations évoluent, comment elles sont bloquées parfois dans leur évolution. Et donc cette approche du Regenesis, qui est celle qu'on supporte aujourd'hui, c'est une approche dans laquelle déjà le sujet c'est d'aller plus loin que la question de développement durable, et c'est quelque chose que je trouve intéressant parce qu'il est holistique. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps par l'éditeur L'Échiquier qui a traduit, même si c'est difficile d'être éditeur sur ce type de livre, il a édité plusieurs livres majeurs, par exemple Limit to Growth, tout ça c'est réédité par L'Échiquier, qui à côté de ça est aussi le fondateur ou président de Indigo. Donc ça c'est intéressant. Donc en gros, l'approche régénérative, ce n'est pas nécessairement une méthode, il y a des outils dedans, mais ce serait une philosophie. C'est une façon de changer son regard, sa posture et le récit de ce que l'on fait. Je vous montrerai tout à l'heure un projet sur lequel on travaille, il n'est pas parfait, mais ça serait une façon d'écrire l'histoire autrement. Ce qui est important, c'est qu'on parle de la coévolution des écosystèmes vivants. Et la coévolution, ce n'est pas réparer la nature. Si vous prenez Tchernobyl, vous enlevez les humains, ça a continué en fait, ça a évolué autrement.
Et donc, la question est de dire, et je ne sais pas si vous avez vu, François Hayé récemment disait, il faut arrêter de vouloir réparer les forêts, etc. En fait, en réalité, si on n'était pas là, tout ça, ça marche en réalité. Ça va marcher différemment. Et donc, c'est ça aussi, la coévolution, c'est de se dire, nous, humains, on a mis du béton et du minéral partout pendant longtemps. Maintenant, on prend conscience qu'on est allé trop loin. Et de l'autre côté, la nature n'a pas besoin d'être réparée, parce que si on la laisse tranquille, elle se débrouille. Qu'est-ce que ça fait quand on se rencontre, en fait, et qu'on essaye d'intégrer tout ça? C'est pas évident, mais c'est une manière de se dire, là, je suis pas là pour réparer quelque chose. Et donc, ça intègre un travail sur soi, à titre personnel, sur où est-ce qu'on en est dans sa vie, personnelle, professionnelle, et quel est le rôle qu'on a envie de jouer, qui n'était peut-être pas celui qu'on jouait jusqu'à maintenant. Donc, je vous ai montré tout à l'heure les systèmes qui étaient imbriqués. Et donc, quelque part, ça repose aussi beaucoup sur l'idée de bien identifier ces systèmes. Un système, vous pouvez le faire bouger entièrement en appuyant sur un des éléments. Et c'est intéressant si vous travaillez, je vous donne un exemple sur les filières, c'est le cas en fait de Batilab, qui est un système. Si à un moment donné, vous tous venez ici et que vous bougez, il y a des fortes chances que l'ensemble des professionnels bougent, alors même qu'ils ne sont pas tous ici dans la salle, quoi. Parce que c'est quelque chose qui est interconnecté. Et donc aujourd'hui, quand on va réfléchir, et vous allez voir que ça fait sens, quand on va réfléchir en projet, on ne va plus le voir comme le projet sous le foncier. Certes, je suis architecte, ingénieur, maître d'ouvrage, et un foncier, c'est celui sur lequel je vais agir. Mais si on se décorrèle de cette convention humaine, vous regardez juste sous le sol, les racines, elles ne s'occupent pas du foncier en fait, hein. Donc, voyez les racines, basculez-les de l'autre côté. C'est ça, en fait, qu'on devrait faire. On devrait faire de la racine de l'autre côté aussi. Des ailes aussi. Et en fait, si on regardait de l'autre côté, on ne regarde plus le projet de la même manière, comme un élément sur un foncier. Et voyez ces plans, parfois, peut-être que vous en faites, où votre projet est en couleur et autour, c'est en noir et blanc. Pourquoi? Parce que le maître d'ouvrage reconnaît son terrain. En fait, en réalité, ça n'a aucun sens dans le côté systémique, puisqu'à partir du moment où on va se mettre à un endroit, ça va faire bouger les lignes autour. Donc c'est aussi une façon de se repenser un peu comme ça, enraciné des deux côtés. Alors, il y a plein d'autres approches, hein. L'approche que je vous présente là, il y en a plein d'autres qui se posent des questions. Il y a un Américain qui s'appelle Simon Sinek, peut-être certains connaissent, c'est déjà un peu vieux, et lui dit depuis le début, start with why. Donc commencez par pourquoi. Et il dit pour tout, que ce soit la raison d'être d'une entreprise ou quoi que ce soit, on a tendance à focuser sur le projet, le what, donc le quoi quelque part. Donc on va parler, on va montrer des études de cas, voilà, on a fait ça, puis on a fait ça, etc. Et puis on va basculer dans le comment. On va expliquer techniquement ce qu'on a fait. C'est important, hein, dans nos métiers, ça représente une grosse partie, le comment. Et puis, souvent, ça va s'arrêter là, en fait. Et derrière, on va avoir oublié de se poser collectivement la question de quelle est l'intention profonde. Si je travaille sur une école passive, économie circulaire, est-ce que la raison profonde, c'est de faire de l'économie circulaire sur l'école ou c'est de repenser le système scolaire en partie à travers cette opération grâce à mon travail de questionnement sur la relation de l'enfant à l'espace? Donc tout de suite, ça change en fait le regard qu'on peut avoir. Et dans une période où le comment est super prenant, parce que techniquement, c'est des nouvelles approches, je vous dis, les assurances, etc. On peut être vite happé par ce comment et en finir par en faire une raison d'être. Ce qui, finalement, quand on prend du recul, se dit, non, en fait, je vous dis tout à l'heure, à la limite, on devrait même plus déconstruire, entre guillemets. On devrait avoir très peu, en fait, d'économie circulaire dans un optimum. Mais finalement, il y a évidemment des bâtiments qui le demandent. Donc ça, c'est une approche qui, je trouve, inspirante. Elle est simple. Rappelez-vous, schéma. Commençons par le pourquoi. Et des corollaires de tout ça, vous allez voir, c'est quand on commence par pourquoi ou quand on se questionne sur les raisons profondes, on va éviter de prendre un programme. C'est pas facile en maîtrise d'œuvre parce que le programme, surtout en concours, on vous demande pas de le jeter par terre. Il y a peu de chances que vous soyez retenu. Donc c'est plus facile cette posture en AMO, je le dis clairement. Mais en AMO aussi, on reçoit une commande. Et quand on reçoit une commande, on va nous dire voilà le problème, feuille blanche, ça fait quelques pages, et c'est ça qu'on veut faire. Et donc c'est très facile de prendre ce problème comme étant la finalité en se disant mon travail, c'est de résoudre ce problème. Et non pas mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce problème comme sujet. Et en fait, le problème, il est toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a été porté par une entité, une maîtrise d'ouvrage, une personne, la personne qui a rédigé, le comité, peu importe. Et ce n'est qu'un cadre de référence.
On est tous différents. Et donc, ça veut dire qu'en fonction de nos métiers et de nos personnalités, on va voir les choses d'une manière. Donc, si on se rappelle qu'un problème identifié comme une commande à la base, qui est le point de départ, n'est autre qu'un point de départ et non pas un point d'arrivée, ça commence déjà à être excitant parce qu'on se dit « Ah, on va partir à la recherche, on va l'ouvrir ce papier. » Il y a forcément des choses. Je vous dis qu'il y en a toujours, parce que ça fait 10 ans que je réouvre les papiers comme ça, jusqu'à ce que je trouve quelque chose où je me dis « Ça y est, on a un nouvel angle, on vient de trouver quelque chose de profond. » C'est l'exemple de l'école que je vous ai donné tout à l'heure. J'en ai plein d'exemples comme ça, en fait, où finalement on part d'un sujet. Je vous montrerai, si on a le temps tout à l'heure, le tiers-lieu à Saint-Marc-du-Désert, où la commande, c'est on veut faire un tiers-lieu de 120 mètres carrés. Et à la fin, en creusant, on se rend compte que les élus ont peur d'amener un projet de territoire audacieux et que finalement, ce n'est qu'un prétexte pour repenser la démocratie. Bon, c'est pas sorti au début de la réunion, en fait, hein, vous vous doutez bien, mais c'est quand même le sujet qui est sorti au bout d'un moment. On en a marre de la démocratie telle qu'elle est. D'un côté, l'hôtel de ville et de l'autre, les citoyens. Mais ça prend un petit peu de temps avant de le faire sortir. Quand vous ouvrez le papier, il ne viendra jamais lisse. Pourquoi? Parce que déjà, vous bougez, les autres bougent, tout le monde bouge. Et donc, en fait, le temps qu'on est en train d'ouvrir le papier, le monde a bougé. Donc, en fait, on ne cherche pas à trouver, passer 10 ans, parce que même si on passait 10 ans, à la fin, le monde aurait bougé, on ne serait plus sur le même sujet. D'ailleurs, c'est la tristesse des ZAC, ou les fins de ZAC, c'est une déprime totale, parce que vous êtes en train de résoudre un truc d'il y a 10 ans, qui est, quand on a les fins de ZAC, s'il y en a qui connaissent, c'est super déprimant. Et voilà ce que ça donne, un papier qui est légèrement froissé, ça peut donner un potentiel qu'on n'avait pas imaginé au départ. Et on va accepter cette phase, en fait, où au lieu de prendre le papier blanc puis de faire un truc nickel, on va prendre le temps de se dire qu'on l'ouvre et peut-être qu'on va trouver autre chose derrière. Alors, je vous montre peut-être un seul exemple imparfait, parce que je regarde l'heure. C'est maintenant. Je ne montre pas d'exemple, alors. J'en fais un. Je vous en fais un. Comme ça, c'est bien. Pourquoi imparfait? Parce qu'il n'y a aucune démarche bien inspirée, bien intentionnée, qui se passe bien jusqu'au bout, parce qu'elle va évoluer. Et l'idéal, c'est qu'elle continue à évoluer quand vous partez. Et donc, ça veut dire qu'on aura lancé quelque part une démarche. Et ensuite de ça, il faut se dire qu'il va se passer des choses. Ça évolue, une association évolue, un groupement évolue. Donc, c'est un projet qui est donc là, je vous parle concrètement. Donc, c'est un projet qui est à La Roche-sur-Yon, donc en Vendée. C'est un secteur qui fait à peu près 6 hectares, dans ces secteurs que vous avez ici. Là, vous voyez ma flèche? Oui, c'est ça. Donc, c'est un ancien lycée technique avec plusieurs phases, années 80-90. Anciennement, ça a dû être une terre agricole, mais le quartier était déjà autour, puisque les habitants du quartier, les maisons doivent dater des années 60-70. C'est beaucoup maintenant des couples sans enfants ou des personnes seules âgées. Donc, c'est clairement les quartiers nouveaux où il y a plein de familles, puis où tout le monde vieillit en même temps. Et finalement, ça devient un peu tristounet parce que tout le monde est au même âge. Et puis, le lycée, qui est un lycée privé, décide que ces bâtiments sont trop vétustes, achète un terrain pas loin, à moins d'1 kilomètre, et vend le terrain à un promoteur régional qui l'achète, qui l'aide à construire son nouveau bâtiment. Et donc, le promoteur dit, bon, maintenant, on va raser tout ça et on va faire un écoquartier. Donc ça, c'est le point de départ du projet. Et dans sa tête, l'écoquartier, c'est ça. Hein. Okay. Donc nous, à cette époque, à peu près, donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. C'est pas du patrimoine du tout. C'est du patrimoine bâti, mais c'est pas dans le sens patrimonial. Il y a quand même dans les sheds que vous voyez là, il y a des systèmes qui sont quand même très jolis, en acier, etc. Mais globalement, bon, c'est quand même avec un petit peu de pollution. Donc c'est un lycée où on fait de la carrosserie, on fait de la maintenance d'éoliennes et de la maintenance bâtiment. Donc retenez, parce que vous allez voir comment le lycée est en train de changer. En fait, en même temps que le maître d'ouvrage, à l'époque que je ne connais pas bien, travaille sur ce projet, commence à réfléchir à ce projet, vous avez l'usine Alcatel dans le nord de Nantes à Arvaux. Donc Alcatel, nous sort les petits téléphones à clapet là, qu'on a eu à un moment donné. C'était 18 000 mètres carrés. J'arrive plus à retrouver les photos des bâtiments qui avaient été inaugurés par Jean-Marc Ayrault. Il datait de fin 89. Quand on a commencé à travailler sur le projet, il y avait encore les photos des salariés avec la famille sur les bureaux, c'était nickel.
Le truc, franchement, pas à défaire. Et c'est pas une usine. En réalité, Alcatel, des téléphones, c'est des salles blanches de laboratoire et plein de bureaux. Et donc, on se fait appeler par un autre promoteur qui nous demande de faire un écoquartier. Il rase tout. Et nous, on lui dit, bah non, en fait, erreur. Il faut pas raser. C'est ça, en fait, de faire un écoquartier. Et bon, je vous passe l'histoire. On lui fait 3 scénarios. On lui montre le scénario de non-déconstruction est tout à fait tenable. Il nous dit à l'époque, c'est impossible de faire du logement dans des bureaux. C'est rigolo maintenant de dire ça, mais il y a 10 ans, c'est ce qu'il nous a raconté, ou il y a 8 ans. Et il nous dit, c'est impossible. Et donc finalement, c'est juste avant la loi AGEC, ça va être rasé. Donc je pense que c'est en 2019. Et aujourd'hui, vous verrez, il annonce un écoquartier. Bon, pourquoi pas, mais en tout cas, le point de départ n'était pas tout à fait le bon. Et il se trouve que quand je parle de ce projet, eh ben, il y a mon promoteur en Vendée qui est là. Et le soir, il dit, merde. En fait, aïe, 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 je me suis peut-être trompée là. Et donc, c'est juste avant le Covid, 2019. Et il me dit, ouais, j'aimerais que tu viennes sur place, faudrait qu'on réfléchisse, là, parce que là, on était parti là-dessus, là, on rase tout, mais là, je pense qu'il faut qu'on fasse marche arrière. Et donc, on rencontre le lycée, j'ai dit, bah, on va faire quelque chose sur place. Et puis, tu sais quoi, on va amener des écoles d'architectes, d'ingénieurs, des jeunes de la maintenance, et on va faire un lieu pendant une journée où on réfléchit avec la jeune génération qui n'est pas formée à l'économie circulaire il y a 6 ans. Pourquoi elle n'est pas formée? Parce que les enseignants ne sont pas formés à l'époque. Et donc les enseignants vont venir aussi. L'ADEME est là et on passe une journée à 130 personnes à réfléchir en 2019. Ce serait quoi d'imaginer 2040? Et évidemment, ce qui est intéressant là-dedans, il y a des ingénieurs. On fait des équipes pluridisciplinaires. Et finalement, bah, non seulement ça marche bien, mais le lycée, le directeur embarque complètement. Il est encore très impliqué. Il regrette d'avoir quitté en fait son lycée. Donc c'est une histoire, hein, c'est un récit. Et donc arrive le Covid, et le Covid, tout s'arrête comme partout. Et là, vous voyez la cartographie, les bâtiments qui ont moins de 50 ans. Donc rappelez-vous qu'un bâtiment dans la convention d'ACV, c'est 50 ans, sa durée de vie, non pas qu'il se auto-détruit au bout de 50 ans, on estime dans la convention tous les bâtiments dans ce qui doit être démoli à l'époque à moins de 50 ans. Donc en plus, c'est que des bâtiments qui n'ont même pas fini, entre guillemets, leur cycle de vie. Et donc, des urbanistes travaillent sur le projet. Et donc, le maître d'ouvrage vient nous voir et nous dit, bon, ça, on passe après le Covid. Il revient nous voir et nous dit, ça y est, on a fait le projet. On n'a pas pu garder tout, mais on aimerait ça que tu viennes faire de l'acceptation pour les riverains. Bah, j'ai dit non. J'ai dit non, on fait pas ça. J'ai dit, ça s'appelle la manipulation riveraine. Donc, j'ai dit, on fait pas ça. Donc, on se remet autour de la table. Je lui démontre que le projet, malheureusement, qui était fait, ben, je lui dis, écoute, il est 2025 compatible. Donc, j'ai dit, viens pas annoncer que tu as fait le quartier du siècle, etc. Je vais te démontrer que par rapport à la stratégie nationale bas carbone, ce projet est rien de plus que dépassé au moment d'être livré. Parce qu'il est même pas, là, il a été arrêté évidemment avec les problèmes de promotion. Donc on va travailler avec lui et puis je vais lui demander de réfléchir. Donc je vais lui faire 3 scénarios dans lesquels on lui dit, écoute, scénario 2025, c'est celui que tu nous proposes. Par contre, on ne viendra pas faire des pirouettes riveraines. On va venir réfléchir comment on avance le projet autrement. Deuxième scénario, on va essayer de le rendre 2030 compatible. Et le troisième, on va essayer de viser 2050. Si vous regardez, donc on a développé un outil aujourd'hui sur les échelles urbaines, si vous regardez la question de l'usage, là on avait mis de côté l'alimentation parce que ça amène d'autres sujets hyper intéressants mais qu'on ne voulait pas traiter. Donc volontairement on est resté sur principal, eau, énergie, bâtiment et mobilité. Donc mobilité dans la notion de l'usage. Et on lui dit, tu vois, en fait, en réalité, tu vas nous raconter des trucs sur le bâtiment, mais en fait, ton sujet, il est beaucoup plus large. Il va questionner, en fait, la mobilité. Il me dit, oui, mais on va faire des pistes cyclables. J'ai dit, les gens, ils vont pas tourner en rond dans ton quartier. C'est pas ça, le sujet de la mobilité. Il va falloir qu'ils aillent quelque part. Et donc, on commence à tirer la pelote. Je lui dis, je te laisse une semaine. Si on fait pas évaluer le projet, je me viens pas dessus. Ça, pour moi, en fait, c'est un projet qui a un non-sens. Il est venu me voir une semaine après. Il me dit, là, ça fait une semaine que j'appelle mon banquier, que j'appelle les investisseurs. L'urbaniste est furieux. Voilà, donc vous voyez bien, il faut être un petit peu courageux quand on est sur des démarches un peu poussées. Et donc, il me dit, bah, écoute, on va pouvoir garder juste un petit bout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux déjà? Il dit, oui, je veux qu'on aille plus loin. J'ai dit, bon, déjà, dans ce qui ne peut pas changer, donc on a travaillé avec les urbanistes après, etc., on a réussi à garder quelques bâtiments. J'ai dit, on va déconstruire jusqu'à la moindre prise de courant.
Et donc, sur ces 15 000 mètres carrés, c'est ce qu'on a fait. Et c'est avant la loi AGEC. Donc, on a sorti ça en fin 2020. L'entreprise qui déconstruisait, c'est la Vendée. Donc, c'est un peu comme la Bretagne, c'est assez investisseur. L'entreprise dit, bah, moi, je mets des billes là-dedans, j'y crois. Et donc, l'entreprise Papin va se servir de ce projet pour former tous ces gars. Parce qu'il n'y a personne, en fait, à l'époque qui s'est formé ou quoi que ce soit. Et le lycée embarque en disant, mais en fait, en vrai, moi, je vais la créer, la section, en fait, pour former des gens qui déconstruisent. Il y a beaucoup de migrants. Il y avait un projet avec des migrants sur La Roche-sur-Yon. On fera des formations hors éducation nationale. Là, en 6 mois, on apprend le savoir-faire. Et puis, il se trouve qu'on a des gens qui viennent de pays où ils ne parlent pas d'économie circulaire, mais en fait, ça leur parle. Et donc, c'est comme ça que le projet va commencer à prendre une dimension. Les riverains, ben, on va leur dire, écoutez, on vous annonce quelque chose, vous êtes dans le quartier. En fait, vous voyez, quand on change d'échelle, la convention foncière fait que c'est le projet du promoteur. Mais le quartier, il est beaucoup plus large que simplement la parcelle. C'est qu'est-ce qui fait système? C'est intéressant parce qu'on va se poser la question, c'est quoi qui fait système? Globalement, je vous remonte rapidement, c'est assez simple pour ce projet. Bon, il se trouve que c'est une configuration urbaine. Vous avez une voie ferrée, vous avez la route, et puis vous avez, ça se voit pas, mais en fait, c'est une voie verte qui est une ancienne voie ferrée en hauteur, donc elle coupe les deux quartiers. Et donc, quelque part, très vite, on fait absorber l'échelle au-dessus en disant, c'est ça le projet du quartier. Donc, toutes les notions de travail sur les écosystèmes vivants, on va dire, on arrête de parler du public, du privé. Chacun de ces jardins fait partie de la réflexion sur la question des écosystèmes vivants. Et donc, on va commencer à embarquer les riverains. Bon, là, je vous l'ai fait courte, ça a duré 3 ans. Les riverains qu'on fait travailler, très inquiets au début. Et puis, on va aller les voir chacun sur la bordure. En permaculture, on s'occupe de la bordure. On va travailler avec les bureaux de contrôle, tout ça, pour commencer à imaginer. On est au début des démarches. C'était la plus grosse démarche dans l'Ouest qui existait. La région va venir nous suivre. Et puis, ce qui est drôle dans ces projets, c'est qu'au départ, les échelons politiques ne sont pas du tout dessus, sont plutôt furieux de ne pas avoir vu ce terrain avant le promoteur. Et ce qui est drôle, c'est là, vous êtes à l'inauguration. Donc, ce n'est pas la première pierre, c'est le premier pavé déposé, des très beaux petits trophées qui étaient assez sympas. Et vous avez tous les échelons, le maire de la ville, le président du département, le président de la région. Et c'est super. Parce que finalement, ils s'approprient le projet. Évidemment, c'est un peu un côté, c'est nous qui sommes à l'origine, pas du tout. Mais c'est pas grave, ça fait bouger. On commence à remonter des échelles. Le lycée, entre-temps, il y a plein d'histoires. On va faire une étude de cas sur ce projet parce qu'il est passionnant. Et le lycée décide de revoir tout son programme. Il me demande de parler à tous les enseignants, y compris de français, de philosophie, en disant « Peux-tu leur expliquer c'est quoi l'économie circulaire et comment on change ?» Et donc, il devient un des premiers lycées qui va s'occuper de rétrofit. C'est ça, le rétrofit. Hein, on rénove une carrosserie, on change le moteur. Donc, ils n'avaient pas de lycée qui enseignait ça. Donc, rétrofit. Maintenant, des éoliennes, commencer à réfléchir qu'est-ce qu'on peut en faire des éoliennes quand elles sont en fin de vie, au-delà d'être maintenues. Et puis, maintenance du bâtiment avec, évidemment, le bâtiment rénové. Et donc, le directeur du lycée va, lui, changer son échelle pour commencer à intégrer tout ça. Le promoteur, qui n'avait pas une appétence particulière pour les arts, décide de valoriser tout ce qu'il est en train de faire, transformer le gymnase dans un lieu qualitatif comme base de vie, qui va être déconstruit en fin de vie, mais pendant la base de vie, il va faire intervenir des artistes pour, quelque part, magnifier le fait qu'on a fait quelque chose de particulier ici, puisque ce mur, maintenant, il est déconstruit. Et donc, il fait intervenir des artistes de manière temporaire. Il y a des bâtiments aussi qui ont été faits. Et puis, c'est parti, quoi. Quand vous mettez en mouvement, en fait, les systèmes imbriqués, vous dites à la ville... Là, on était parti d'un petit quartier qui n'était pas le quartier, qui était celui-là. Et comment il se connecte à ce qui est autour? Qu'est-ce qu'on peut faire vibrer? Et puis la ville nous dit, en fait, on a plein de problèmes dans ce coin-là. On n'a jamais fait de plan directeur. Il y a des problèmes de bouchons. Il y a le nouveau centre commercial, le nouveau lycée. Donc, en fait, on va avoir une mission après avec la ville pour commencer à réfléchir comment ce projet fait vibrer d'autres choses autour et comment on les interconnecte, notamment déjà sur la mobilité, mais pas que. Il y aura eu un autre coup dur, puisque après il y a la crise immobilière. Et quand je vous dis imparfait, le projet s'est arrêté pendant 1 an et demi. On a fait des visites pour les premiers îlots des architectes. On leur faisait visiter, je pense que j'ai montré une photo, dans la halle de 5000 m², donc il y avait tous les matériaux. On a fait une ressourcerie, bon ça se fait beaucoup maintenant, mais pour donner les matériaux qui étaient en petite quantité aux gens privilégiés du quartier. Et ensuite de ça, donc les architectes pour les concours devaient lister
ce qui les intéressait et intégrer au moins 10% des matériaux réemployés sur place. Et sinon, essayer de viser le 50% de matériaux neufs avec recyclage, réutilisation, etc. Donc, on avait travaillé avec des partenaires. Le projet tel qu'il était parti, comme on est en Vendée, que le tissu entrepreneurial comme en Bretagne est très fort, on a commencé à travailler avec l'association Rupture. Et j'ai dit, en fait, en vrai, sur l'échelle de 6 hectares, si un manufacturier, un industriel veut fabriquer un nouveau truc, il a un living lab, en fait, un laboratoire vivant. Et donc le promoteur dit, tant que ce n'est pas de la structure, je veux bien tester sur ce projet tout ce qu'on veut. Et donc, on commence à travailler, à se dire, en fait, c'est quoi les ressources? Il y a Agena là, qui fait des petits blocs pavés d'huîtres. Et donc, on commence à dire, et ça peut valoir ici aussi, ce projet qui permettrait à un industriel qui un jour fabriquait ça et demain veut fabriquer autre chose, il ne faut pas tout miser sur la start-up. Une start-up, c'est fragile. Une entreprise qui est installée depuis longtemps, pendant le Covid, il y a des gens qui sont mis à faire des masques, qui ne faisaient pas du tout ça. C'est tout à fait possible. Le tissu industriel, quand il est là, on peut le faire varier. Et donc, le projet a commencé à travailler avec l'association des entreprises de l'association Rupture pour commencer à identifier qui pourrait être intéressé à faire évoluer son offre. Là, tout s'est arrêté. Donc, ce projet aujourd'hui, aux dernières nouvelles, le promoteur a vendu tous les terrains à un national. J'essaye de contacter le national. Pour l'instant, tout a été déconstruit en fait, tout a été fait parfaitement bien, mais là on est à l'étape où il y avait les concours et depuis qu'il y a eu quand même pendant 1 an et demi, il ne se passait plus rien. Donc peut-être dans 2 ans je reviendrai, je ne sais pas, mais c'est imparfait, mais ça a fait bouger quand même les lignes. L'entreprise Papin ne fait plus que ça, maintenant c'est une très bonne entreprise de déconstruction. Le lycée a intégré le sujet, donc j'ai été marraine d'une promotion. Donc ça... Et ce qui est le plus important, c'est que là, depuis 1 an et demi, on n'est plus dessus. Et le directeur du lycée, je l'ai recroisé. Il me dit, ouais, c'est super, on continue, etc. Il dit, on a beaucoup trop mis d'asphalte et de bitume sur le parking. Il faut qu'on vire tout ça, etc. Donc, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Alors, je ne vous montre pas l'autre exemple parce que là, il est déjà tard. Je finis par ça. Il y en a plein d'autres. Je rêve... Je regarde Christiane de pouvoir écrire un livre avec ses études de cas, parce que chacune peut être intéressante. Dans la théorie des changements, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est la théorie U, que si certains connaissent. Et dans la théorie U, qui est très vaste, je ne vais pas décrire tout, elle parle, comme dans toute conduite du changement, comment je passe d'un inconfort connu à un confort inconnu. Et oui, quand je change de pratique, c'est un peu ça qui se passe. Si je veux quitter ma pratique volontairement sur une certaine forme, je vais trouver plein d'excuses pour pas aller vers un confort inconnu, puisque c'est inconnu. Est-ce que je vais perdre du chiffre d'affaires? Est-ce que je vais trouver des salariés, etc. Et il y a un point dans la théorie U qui dit ce pivot bloquant. C'est ce pivot où on commence à faire le deuil de ce qu'on faisait avant. Il y a un vrai deuil émotionnel de « en fait, ça, je ne ferai plus ». Ça m'a fait vivre, j'ai aimé faire ça, on peut l'avoir aimé, mais je ne le ferai plus. Parce que si je ne fais pas le deuil de ça, alors je ne fais pas la place pour quelque chose de nouveau. Et donc, c'est ce moment où 80% des changements ne marchent pas. Parce qu'on n'accepte pas de faire ce deuil émotionnel. On a tout rationalisé, on a fait du rationnel, mais on a oublié qu'en fait, quand on a été dans une forme de pratique, la quitter pour aller vers une autre, il y a quelque chose à vivre de l'ordre du deuil. Et donc pour finir, je dirais qu'il y a une image que j'aime beaucoup, qui me parle, peut-être parce que j'ai beaucoup été le long de lac quand j'étais au Québec. Vous allez imaginer que votre projet, c'est une goutte d'eau. Et pour moi, tout ce qu'on a fait en développement durable, c'était des gouttes qui tombaient sur la rive, sur le sable. Ça mouillait localement. Mais en fait, de loin, on ne voyait pas de changement, en fait, parce que c'était local. Pas dans le sens négatif, mais plutôt trop localisé ou trop ponctuel. Si on commence à regarder nos projets autrement et à oublier les périmètres fonciers, puis à décloisonner dans sa tête la manière dont on peut ancrer les projets, on va se rendre compte que le projet, il est toujours au départ une goutte. Il va tomber dans l'eau, dans le lac, et au bout d'un moment, il va se dissoudre. Ce qui compte, c'est que ça a mis en mouvement. Donc, au bout d'un moment, on se dira plus, c'est le bâtiment que j'ai inauguré. Ça y est, il fait partie du paysage ou l'opération. Ce qui compte, c'est est-ce que ça a fait bouger, en fait, autour de ce projet, ou on est resté simplement sur une goutte sur la rive. Et si vous faites un jour l'expérience, ou vous vous rappelez vos cours de physique ondulatoire,
vous verrez que, je l'ai fait, dans un lac, si vous jetez toutes ces gouttes d'eau, comme tout ce qu'on est en train de faire à Bâtilab, toutes ces petites cernes qui apparaissent autour des projets, ça fait une grande onde ondulatoire. Et moi, c'est ce qui me donne du courage et de l'espoir. Merci. Alors, vous pouvez avoir des questions ou des questionnements. Manifestez-vous si vous avez une question, une réaction. Ah, ou tu as scotché tout le monde, c'est là. Donc bonjour à tous, Jean-Paul Caroff, directeur de la société Selawat. Donc voilà, par rapport à l'économie circulaire, ça me parle énormément. Donc c'est vrai que quand on se retourne aujourd'hui, qu'on voit d'où on vient il y a 15-20 ans, où on parlait de ces terminologies là qu'on a entendues pendant toute la conférence, c'est vrai qu'on voit quand même que ça a avancé. Même si tous les jours, on se dit que ça avance pas. Voilà, merci à vous. Bon, c'est normal, vous n'avez pas de questions. Normalement, il faut cogiter. Je vous ai quand même mis, si certains ça intéresse, Christiane Reperella, parce qu'on est en train de lancer des formations. Il y en a une qui démarre, c'est très juste, hein, c'est un hasard de calendrier, elle commence là fin avril. Mais si jamais ça vous intéresse, elle peut vous donner des infos, parce que Christiane est en charge en fait de la partie accompagner les inscriptions. Donc si jamais vous allez voir sur le site qui est là, mais sinon il y en aura d'autres. Et puis j'espère qu'on pourra faire peut-être réfléchir à des petits ateliers de pratique, des choses comme ça. Ok, pour ne pas vous laisser... Oui, pardon. Oui, dis-moi. Je ne sais pas pourquoi quand tu as parlé de ce projet nantais, je crois, je ne sais plus, on a écarté... Vendéen. On a écarté l'alimentation. Pourquoi? Alors que c'est... Très très bonne question. En fait, nous on sait que l'alimentation, évidemment, vous le savez aussi, va avoir un gros impact. Et donc l'idée, c'était de se dire par étapes, on va amener en fait la halle, on voulait la transformer dans un lieu. La ville ne voulait absolument pas qu'il y ait des commerces, pour ne pas faire concurrence au centre commercial qui est juste à côté. Et donc on a dit qu'à cela ne tienne, on peut faire plein de choses avec les citoyens. Donc quand on a rencontré, parce qu'on est allé faire le porte-à-porte pour rencontrer tous les gens du quartier, à chaque fois on leur demandait si vous aimeriez vous impliquer dans ce quartier, quel talent vous pourriez mettre à contribution. Et comme ça, on a découvert un bibliothécaire des archives départementales qui se faisait chier et qui disait qu'il adorait les bouquins, mais dans son boulot, c'est pas très passionnant. Et donc, comme ça, on a récolté, en fait, tous les potentiels qui pouvaient s'activer après. Et donc, le projet, normalement, on avait la mission pour commencer à mettre en place un tiers-lieu, mais c'était un lieu qui ne soit pas un commerce, et dans lequel on allait activer, en fait, tous les usages qui sont carbonants, on va dire, donc l'alimentation, le déplacement, les biens de consommation, hein, tous les achats. Et l'idée, c'est de se dire, le quartier, on va l'amener justement à faciliter tout ça. Donc on l'avait mis plutôt dans le côté, on travaillera le serviciel parce qu'on ne va pas produire sur place, il y a des agriculteurs pas loin, alors que la mobilité, ça demandait de penser aux infrastructures. Parce que là, on était bloqué. Si on ne pensait pas à la question de la mobilité, on n'aurait jamais pu aller chercher en fait le sujet. Mais tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que quand on a mis de côté, on s'est dit, si on met tout, déjà on va perdre tout le monde, mais nous, dans notre tête, on s'est dit, on le traitera plus tard, mais on le traitera sous forme servicielle, partenariat. Il y a un centre équestre qui est autour, on est allé les voir. 500 mètres, est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose de connexion entre les deux, avec le lycée? Donc on est allé loin, en fait, pour embarquer un peu tout le monde. Mais oui, dans l'idéal... De toute façon, vous avez 5 impacts principaux à l'échelle individuelle, l'alimentation, les biens de consommation, la mobilité, le bâtiment et les services publics. Donc si vous voulez faire les trucs bien, il faut déjà les absorber les 5. Et là, on parle juste de la question carbone. On ne parle pas de la biodiversité, du régénératif, système vivant. Mais si on parle juste sur cette question de mitigation... merci pour ta question. Mais je t'en prie, mais si tu veux, on échangera parce que je pensais que tu parlerais d'autre chose, comme d'avoir par exemple une ferme urbaine ou des poules en ville, tu vois, qui sont des super composteuses ou ce genre de choses. C'est comme aussi on reprend la maîtrise de soi, de son alimentation. Et... Ouais. Mais ça peut venir après. Là, le problème, c'est que le projet... normalement, ce projet, on l'accompagne. Un projet comme ça, c'est 10 ans à peu près. Et là, ça s'est arrêté en plus en plein milieu. Donc...
Et encore une fois, merci beaucoup. J'espère que je vous ai ouvert quelques petites fenêtres. Merci, merci. Merci beaucoup à Marika.